Bonjour, aujourd'hui vous êtes avec Oussama Ammar et on va se balader dans ma tête dans un sujet qui me tient énormément à cœur, le scale. Alors qu'est-ce que c'est le scale? C'est un mot qu'on entend très souvent et souvent, par abus de langage en français, on utilise le mot scaler pour dire quelque chose de simple, c'est faire passer une petite entreprise en grande entreprise. On dit je vais scaler une boulangerie, ça veut dire qu'on va faire passer une petite boulangerie à une grande boulangerie. Le problème, c'est que c'est un abus de langage. Le mot scale, ça a une définition extrêmement précise que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui. Le fait de scaler, c'est avoir des coûts fixes plus ou moins élevés. Donc vous pouvez avoir des petits coûts fixes ou des grands coûts fixes. Mais c'est avoir des coûts variables qui, eux, sont décroissants dans le temps. C'est-à-dire que plus vous servez des clients et plus le coût de servir chaque nouveau client doit être inférieur au précédent. Alors une image très simple de scaling, c'est Google. La première fois que quelqu'un tape quelque chose sur Google, ça coûte très cher. Il faut rembourser les ingénieurs, les années de R&D, tout ce qui va avec. Mais la milliard de requêtes sur Google coûte marginalement moins puisqu'elle ne coûte que les coûts de serveur. Et les coûts de serveur sont, comme on dit en mathématiques, epsilon, c'est-à-dire presque insignifiants. Le scale, c'est donc une feature économique, une structure économique qui se retrouve dans un certain nombre d'entreprises et notamment les entreprises du numérique. Les entreprises du numérique sont les entreprises qui, par définition, scale le mieux. C'est-à-dire qu'elles ont le plus grande chance d'avoir ce qu'on appelle en français des rendements croissants d'échelle. Alors vous voyez, on n'a pas de mot en français pour dire scale. C'est pas par anglicisme abusif qu'on utilise dans le monde des startups des mots en anglais. C'est tout simplement parce que les concepts n'ont pas pénétré la langue et dire rendement croissant d'échelle, c'est un petit peu long. Il vaut mieux parler de scale. Alors, vous allez me dire, si vous comprenez bien ce qu'est le scale et si vous comprenez bien qu'il s'applique d'abord aux entreprises du numérique, la question qui se pose, c'est en quoi moi, entrepreneur dans un domaine qui n'est pas 100% numérique, je suis concerné par le scale. Et là commence une idée que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, j'ai compris que le scale n'était pas pur ou impur. Il y a des entreprises qui sont parfaitement scalables, il y a des entreprises qui ont des fonctions de leur entreprise qui sont scalables. En clair, il y a une face nord de votre entreprise qui est scalable et une face sud qui l'est pas. Prenons un exemple. Amazon est un e-commerçant. Ce n'est pas scalable. Mais par contre, la marketplace d'Amazon, elle est scalable. Le chauffeur Uber, lui, n'est pas scalable. Par contre, la plateforme Uber, elle est scalable. De ce point de vue-là, vous voyez qu'il y a une différence entre la scalabilité d'une plateforme et la scalabilité des agents de cette plateforme. Le chauffeur Uber est limité par sa force de travail. Il ne fait que vendre son temps. La plateforme Uber, elle, a de moins en moins de coûts, flux à la de chauffeurs, vu que la programmation de la plateforme coûte le même prix qu'elle était programmée pour 10 chauffeurs, 100 chauffeurs, 1000 chauffeurs, 1 million de chauffeurs. Mais même là-dedans, vous voyez la petite subtilité, c'est que si ça coûte de l'argent de recruter des chauffeurs, c'est un frein à la scalabilité, puisque la scalabilité, dans ce cas-là, ne sera pas parfaite et ne sera pas à 100%. Une fois que vous avez compris ça, se pose alors la question de comment faire venir la scalabilité dans votre business. Et pour ça, il y a 3 outils magique que vous pouvez mener dans votre entreprise et d'autant plus à l'ère de l'intelligence artificielle, vous allez comprendre très vite. Pendant très longtemps, la scalabilité était une affaire réservée aux informaticiens, aux gens qui savaient programmer. Mettre de la scalabilité dans son entreprise, c'était prendre des compétences de fabrication de produits, de coding et de les implémenter. Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, on peut avoir une approche différente du sujet du scaling puisque tout le monde peut être amené à scaler et même des gens qui n'ont pas de compétences particulières en informatique peuvent introduire les 3 outils du scale. Alors, que sont ces 3 outils du scale? 1, l'automatisation. 2, la standardisation. 3, le fait de faire travailler ses clients. Alors, revenons sur chacun des concepts un par un. 1, l'automatisation. L'automatisation, c'est assez transparent, c'est assez clair. C'est quelque chose que vous faisiez manuellement, le faire automatiquement. Par exemple, si vous êtes avocat, vous écrivez vos contrats à la main, et ben vous avez des templates de contrats, et vous cochez des cases, et ça les remplit automatiquement. Le fait de passer d'un travail manuel à un travail automatisé, c'est une façon très simple de scaler. Et ça permet de rendre des choses qui n'étaient pas scalables. Si vous êtes un boulanger, que vous fabriquez un robot qui est capable de fabriquer du pain pendant que vous dormez, et ben ça, typiquement, c'est un exemple parfait de scale, puisque vous retirez l'élément effort et l'élément travail de la fabrication du pain. Alors, l'automatisation a 3 dimensions. Il y a une automatisation au cœur du produit. Vous pensez un produit qui, par définition, par nature, est automatique. Ça, c'est les startups classiques. C'est les startups de type Google, Amazon, Facebook, qui sont pensées
dès le premier jour pour être automatisé. Si vous voulez jouer à un jeu de rôle, vous pouvez imaginer la version non scalable des business. Par exemple, à quoi ressemblerait Facebook si ce n'était pas scalable et qu'il fallait aller cocher des posts, aller pinguer ses amis à la main, taper à la porte des gens pour écrire sur leur mur. Vous voyez où je veux en venir avec ma blague. Donc la scalabilité d'une plateforme, c'est hyper important puisqu'elle dépend de son automatisation et l'automatisation, elle peut commencer au cœur du produit. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'automatisation qui est l'automatisation par le process. C'est-à-dire que par nature, l'activité n'est pas automatisable, mais vous pouvez introduire des process qui rendent cette activité automatisable. Alors, la meilleure façon de rendre cette activité automatisable, eh bien, c'est de faire appel à un programmeur, à un ingénieur, de mettre du software, du produit, de l'automatisation, là où avant il n'y en avait pas. Et puis vient la troisième niveau d'automatisation, la nouvelle façon d'automatiser, qui est au tout début de son activité, qui est au balbutiement de la révolution dans laquelle on est en train de vivre, qui est l'application de l'intelligence artificielle à l'automatisation. C'est-à-dire, on utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux gens d'automatiser des choses qui n'étaient pas automatisées. Et pour ça, deux dimensions. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour écrire du code, lorsqu'on ne sait pas coder, pour nous aider avec les outils de no-code. Et le no-code est complémentaire de ce point de vue-là à l'intelligence artificielle. Vous pouvez brancher un Zapier, un ChatGPT. Vous pouvez faire plein de choses pour automatiser. Mais surtout, encore plus profond, vous pouvez faire interagir vos utilisateurs avec une IA. Par exemple, c'est ce qu'on est en train de voir avec la mode des services clients générés par l'intelligence artificielle, où au lieu de parler à un humain qui répond à votre problème, c'est une intelligence artificielle qui répond à vos clients et qui vous permet donc de traiter plus de clients, plus de satisfaction, moins de demandes, le tout sans avoir besoin de mettre des humains en face pour répondre. Le service client, c'est un cas typique de service qui avant n'était pas automatisé et qui maintenant est automatisable par l'intelligence artificielle, par les LLM, etc. Deuxième dimension, c'est que si on peut pas automatiser, on a besoin de standardiser. Standardiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va demander au client de faire un effort pour rentrer dans des cases. On va faire un effort pour toujours délivrer de la même façon la chose qu'on fabrique. On va simplifier, on va réduire. La standardisation est un effort de design, un effort produit qui permet de rendre quelque chose de complexe plus simple. Exemple très simple de standardisation, vous êtes une agence web, vous passez votre temps à faire des sites internet personnalisés, vous allez réfléchir à c'est quoi les modules que vous répétez le plus souvent et vous allez commencer à les coder en amont de la façon la plus universelle possible pour permettre de délivrer vos clients. Vous êtes avocat, au lieu de faire du cas par cas, vous réfléchissez en template. Vous êtes médecin, vous allez faire remplir un formulaire avant que les gens arrivent en consultation pour vous permettre d'avoir une meilleure approche du client et une façon standard de traiter l'ensemble des clients. Alors souvent la standardisation c'est vu comme un gros mot, oulala, c'est méchant, c'est pas bien. La standardisation, moi j'aime faire du personnel, j'aime faire du particulier. Oui, c'est génial Jean-Claude, mais Jean-Claude, si tu veux scaler, il va falloir standardiser. La standardisation, c'est le sujet numéro 1 de Scale. D'ailleurs, si vous voulez voir un maître standardisation autour de vous, regardez ce que LVMH a réussi à faire dans le monde du luxe, à transformer des outils d'artisanat, des savoir-faire artisanaux et de les standardiser pour les amener à être produits industriellement, en baissant de temps en temps la qualité, en remplaçant la façon dont les choses sont produites pour permettre aux gens de se concentrer sur le storytelling qui lui est un instrument de scale infini. Les histoires, ça se multiplie à l'infini. Les sacs à main, non. Mais par contre, on peut vendre des sacs à main un peu moins fabriqués à la main, comme si ils étaient fabriqués à la main, avec l'ambiance du fabriqué à la main. C'est en ça que la standardisation est un outil de scale incroyable. Le troisième outil du scale, c'est le fait de faire travailler ses clients pour soi. Alors les deux plus grands exemples de ça, c'est Ikea qui vous fait monter vous-même vos propres meubles, ou Facebook, Meta, Instagram, TikTok. Il y a des millions de gens qui travaillent gratuitement pour lui. C'est sans doute l'outil le moins exploité, c'est sans doute l'outil où il y a le plus d'opportunités de scale non exploitées. Et notamment, à l'ère de l'IA, il va se passer quelque chose d'incroyable. On va pouvoir personnaliser at scale l'expérience des clients et susciter l'envie pour tout le monde de pouvoir générer des choses incroyables, des choses étape par étape que seule l'IA pourra guider les gens à faire. Et donc on peut imaginer un monde dans lequel, par exemple, les clients font eux-mêmes leur propre mood board, où les clients discutent avec une IA en amont d'un rendez-vous pour un prestataire de service. Un exemple, en coaching, on pourrait imaginer une IA qui pose des questions en amont et qui permet au coach de faire une synthèse et un résumé qui lui permet directement de rentrer dans le vif du sujet. Imaginons qu'un coach, avant, pouvait traiter les gens en 1 heure. Maintenant, il peut les traiter en 15 minutes, de façon beaucoup plus efficace, parce que une IA a fait ce travail-là. Il va y avoir
énormément d'opportunités de prendre les business traditionnels, les business les moins scalables et de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire avec l'intelligence artificielle pour automatiser, standardiser et faire travailler mes clients pour moi. On est au tout début d'une ère incroyable et c'est pour ça que j'ai eu l'envie de créer Scale with Us. Scale with Us, c'est un programme d'accompagnement qui permet étape par étape d'aider les gens à trouver et implémenter du scaling dans leur entreprise. C'est un programme que j'ai créé avec Alec Henry et d'ailleurs, je vous invite, si cette vidéo vous intéresse, si ce sujet vous a intrigué, si les concepts dont j'ai fait part aujourd'hui vous ont intéressé, à déposer votre candidature sur le lien juste en dessous. Pour pouvoir faire le tour de vos problématiques, écouter vos besoins et voir si notre équipe a une réponse à votre besoin de scale. Alors attention, c'est pas pour les débutants, c'est pas pour les gens qui démarrent, c'est vraiment pour les gens qui ont déjà un business et qui, grâce à cette approche, vont pouvoir changer de niveau dans leur business. Le but du jeu, c'est de prendre des gens qui font 5, 10, 20, 30 000 euros par mois et de multiplier par 5, 10 leur chiffre d'affaires en utilisant les outils formidables du scaling, à savoir l'automatisation, la standardisation et le fait de faire travailler vos clients pour vous. Et ces trois outils peuvent avoir l'air très simples comme ça, mais ils sont extrêmement puissants. Dans le cadre de The Family, pendant des années et des années, je les ai utilisés, rabotés et repris et testés dans des domaines plus ou moins farfelus. Et aujourd'hui, on met ça à votre disposition. Alors n'hésitez pas, déposez votre candidature. C'était Oussama Ammar pour un épisode très spécial dans la tête d'Oussama, sujet scaling. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Tu rencontres plein de profils différents, avec des environnements professionnels totalement différents. Et de ce fait-là, se crée une synergie où chacun va parler de son projet, de ses problèmes, et tout le monde essaie de se comprendre un petit peu et de s'enrichir de l'expérience de l'autre. Et donc, ouais, j'ai trouvé ça super. Ça m'a permis de voir et d'explorer d'autres voies que je n'avais pas forcément vues. Donc d'avoir le regard d'Oussama et puis d'avoir le regard des autres coachs de entrepreneurs.com et le regard également des autres participants a été très constructif. Je trouvais ça hyper intéressant, hyper enrichissant comme approche. J'ai vu que ça pouvait répondre à mes propres besoins. Et du coup, me revoilà ici, enrichi de plein de nouvelles choses. J'ai beaucoup apprécié justement toute cette synergie qu'on a entre nous parce on est en définitive des entrepreneurs qui sont dans des industries complètement différentes, mais les problématiques sont quand même vachement similaires. Et c'est cette cohésion de groupe qui permet un petit peu de, je pense, trouver les meilleurs chemins, les meilleurs raccourcis pour avancer le plus rapidement possible vers nos objectifs respectifs. Lorsqu'on veut changer de dimension au niveau de l'entreprise, en fait, le quotidien nous rattrape en permanence. Donc on a du mal à être focus sur le nouveau projet et de passer le cap. Et donc le fait de rentrer en contact avec des personnes qui ont exactement les mêmes visions, les mêmes problématiques que soi, en fait ça permet de partager, c'est hyper enrichissant, hyper intéressant. On a pu développer qu'est-ce qui était réellement important pour nous dans le coaching, quelle était notre vision, mais surtout ce qui est encore plus concret, c'est quelle action on va pouvoir mettre en place. Et ça a été vraiment kiffant avec Oussama et toute l'équipe. Donc merci.